Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce webinaire va couvrir l'attribut Darwinia de Scalability, donc l'attribut Darwinex. Donc la Scalability, c'est ce qui en français va s'apparenter à l'évolutivité, donc la capacité qu'a votre stratégie à absorber en fait du capital plus important et à le driver sans détériorer la performance finale délivrée à l'investisseur, donc le cas échéant, puisque ici on parle de distribuer sa stratégie à des investisseurs. Donc tous les rendements ne sont pas égaux face aux investisseurs. En tous les cas, toutes les façons d'obtenir ce rendement ne sont pas égales face aux capitaux des investisseurs. Donc on va faire une petite digression, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe, l'offre et la demande réellement à l'intérieur du prix, puisque c'est des notions qui peuvent être intéressantes pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc c'est une chose de trader pour soi, c'en est une autre de driver, de gérer le capital plus important d'investisseurs, puisque chaque euro supplémentaire sous gestion va obtenir un prix d'exécution moins intéressant et donc va amoindrir le rendement. Et donc à chaque fois qu'on va rajouter du capital sous gestion, le rendement sera évidemment à chaque trade potentiellement moins intéressant, puisque les actifs sous gestion vont puiser au fur et à mesure qu'ils affluent dans la liquidité du marché. Chaque euro sous gestion va puiser plus profondément dans le carnet d'ordre. Donc là, étant donné qu'aujourd'hui c'est un jour férié, on peut peut-être prendre 5 secondes. On va regarder par exemple ce concept, on va le regarder plus en détail. Alors je pense que vous pouvez voir mon écran en entier. Je ne sais pas si je ne peux pas agrandir le carnet ici, mais ici on a donc les prix. Ici vous avez dans la case bleue les acheteurs et dans la case rouge tout en haut les vendeurs. Donc vous avez ici 109, 107, vous avez ici 2980 lots qui veulent rentrer, donc être exécutés à 109, 107. Ici vous en avez 2080 qui veulent être exécutés à 109, 110 pour vendre. Si vous voulez acheter au marché et que vous voulez 5000 contrats et que vous rentrez au marché, ici vous en avez que 1200 de disponibles. Donc vous allez, si vous tradez par exemple pour vous tout seul, vous allez prendre un lot, 2 lots, 10 lots. Vous allez rentrer facilement ici à l'intérieur de cette liquidité sur le premier prix au marché. Mais si vous voulez rentrer 5000, 10 000 ou 50 000 lots, là, il va falloir être plus intelligent. On va voir un petit peu comment s'adapter, hein, c'est-à-dire fractionner ses ordres, etc. On verra un petit peu tout à l'heure les comportements à adopter pour gagner en scalability. Et donc là, si vous voulez rentrer avec 50 000 contrats et que vous rentrez comme un sauvage au marché, bon, bah, vous allez assécher toute la liquidité sur plusieurs prix. Vous allez devoir prendre à 110, à 112, à 115, à 117, etc. Et vous allez assécher comme ça tout le carnet. Et donc, évidemment, dans le premier cas où vous rentrez avec 5-10 lots, vous aurez un prix d'exécution total de vos 5 lots qui sera à 109, 110. Maintenant, si vous devez exécuter 10 000 lots, ici, vous aurez un prix de revient à peu près à 109, 112. Hein. Donc, vous aurez sur la totalité de votre exécution un prix moins intéressant. Et donc, si vous devez sortir la totalité à 120 un peu plus haut, eh bien évidemment, vous gagnerez un petit peu moins qu'avec un prix d'exécution à 109, 110 sur la totalité des trades. Donc voilà un petit peu le concept. Donc plus vous avez d'actifs sous gestion, plus vous allez devoir prendre des positions importantes, et plus vous allez devoir prendre des positions importantes, et plus vous allez assécher la liquidité disponible sur chaque prix, ce qui va donc impacter le rendement au final. Donc ça, c'est le concept de base, puisque c'est vraiment ça qui va driver vraiment l'évolutivité de la stratégie. Donc l'évolutivité est un facteur fondamental pour pouvoir déployer une stratégie qui sera investissable. Donc une stabilité plus évolutivité donne une stratégie investissable. Quel facteur crée la divergence? Donc ça va être le style de trading. Ce qu'on appelle divergence, ça va être le slippage finalement entre votre prix d'exécution et le prix d'exécution de l'investisseur.
hein. Donc, c'est ce qui va créer la divergence. Donc, ici, il va y avoir plusieurs facteurs. Évidemment, le style de trading. Plus vous allez avoir un style court, si vous allez chercher 3 pips à chaque fois, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, plus vous allez chercher court, et si vous avez énormément de capitaux, vous allez avoir un prix d'exécution qui va s'étaler sur plusieurs prix. Si on rentre évidemment toute cette quantité au marché, finalement, il y aura plus de divergence que de profit au final. Et donc, ça va créer un réel problème, contrairement à une stratégie qui va pouvoir absorber beaucoup de capitaux si, par exemple, elle s'étend sur des écarts de 100 points. Puisque, évidemment, là, si vous avez 0,3 ou 0,4 pips même de slippage récurrent sur chaque trade, eh ben, avec un tel delta, finalement, votre stratégie, elle est très très peu impactée par le slippage et par par le slippage, c'est-à-dire inhérent aux conditions de marché et également aux capitaux sous gestion. Donc le style de trading, les conditions de marché, donc on vient de l'évoquer, plus le marché va être liquide, et ça on peut le regarder également dans un carnet d'ordre, plus le marché va être liquide, et donc, plus vous allez, et plus déjà, premièrement, il va être plus stable, donc il va comporter un peu moins de risques. Et deuxièmement, évidemment, plus il va être liquide, plus il y aura de quantité disponible sur chaque prix. Et donc, plus ça va être facile d'obtenir une exécution totale sur un prix ou deux prix. Et par exemple, on peut regarder ici, si on prend un carnet très très léger comme le pound ici, bon ben voilà, ici on a 2 contrats, 10 contrats. C'est pas la même chose que ce marché-là. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est très volatile. Très volatile pourquoi? Puisque peu liquide. Et ici, on voit que c'est très liquide, donc peu volatile. Et donc ici, vous allez pouvoir être exécuté une très grosse quantité de contrats, alors que ici, on voit qu'il y a même un spread à ce niveau. Ici, on a 5 contrats. Donc si on en veut 10, déjà, on en tape 5 à 88 et on en tape 5 à 89. Donc déjà, on commence déjà à abîmer un petit peu la performance. Donc plus votre marché va être liquide, plus vous allez avoir de contrats disponibles à tel prix, plus il va falloir de capitaux vraiment énormes pour abîmer le rendement de la stratégie. Donc style de trading, conditions de marché. Donc par conditions de marché, évidemment, il y a la liquidité. Et donc, qui dit liquidité dit volatilité intrinsèque à l'instrument, à l'actif, et également les conditions de marché, c'est-à-dire 50 secondes avant un NFP ou avant un discours de Mario Draghi. C'est pareil, ça aurait été intéressant qu'on puisse le voir sur les nouvelles, je ne sais pas s'il y avait des nouvelles à 16 h aujourd'hui, certainement que oui. Ça aurait été intéressant de voir, pareil dans le carnet, comment les prix s'écartent et comment toute la liquidité s'assèche. Donc à ce moment-là, c'est pareil, les conditions de marché vont être très 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 importantes, puisque si vous n'avez pas de liquidité sur chaque prix et que vous avez vraiment très peu de liquidité et que vous avez besoin de rentrer 10 lots et que vous avez 5 lots sur un prix et puis les 5 prochains lots, eh ben, ils sont 10 ou 15 pips plus haut, eh ben, si vous rentrez 10 lots au marché, vous allez exécuter les 5 premiers sur les 5 premiers contrats disponibles, et puis les 5 derniers, puisque vous en achetez 10, les 5 derniers seront exécutés, pareil, aux 5 prochains contrats disponibles, vendeurs, qui sont 15 points plus loin. Et donc là, ça va être très très dangereux pour votre stratégie. Donc ça, c'est marrant, si on veut faire du trading pour soi, éventuellement, pourquoi pas, créer un compte à risque qui va spéculer sur des news. Maintenant, si on parle de distribuer sa stratégie aux investisseurs, il faut vraiment prendre en compte ce facteur de liquidité, parce que c'est vraiment primordial. D'ailleurs, à terme, l'évolutivité sera un des facteurs prépondérants. Une bonne note de scalability donc amènera naturellement vers des actifs sous gestion, puisque c'est des stratégies qui seront à même de driver les capitaux des investisseurs. Donc ici, on ira faire un petit tour dans l'interface juste après,
On regardera, donc ici, c'est la première version du calibrage de scalability. Plus on collecte d'informations et grâce également à la compétition Darwinia, on collecte de plus en plus d'informations au niveau du slippage, puisque si on regarde le dernier classement Darwinia, il commence à y avoir pas mal, si on prend les 10 premiers, il commence à y avoir pas mal d'actifs sous gestion, et donc il y a quand même pas mal d'AUM qui sont déployés dans le marché et qui permettent maintenant d'avoir des mesures assez intéressantes sur le slippage et l'évolutivité des stratégies. Donc le principe de base, c'est la divergence sur le rendement. Donc plus le Darwin va être populaire, plus il va créer de slippage potentiel. Et donc si le rendement de l'investisseur diverge de plus de 1% par mois, le Darwin est clos aux nouveaux investissements pour éviter de détériorer encore un peu plus la stratégie et qu'au final, ça devienne une stratégie de qualité en tant que telle, mais qui n'a pas la capacité donc qui ne tolère pas des capitaux jusqu'à un certain seuil. Et donc on a des outils qui ont été développés pour le mesurer. Donc c'est ce dont on parlait quand je parlais de la version 1 du calibrage de scalability. On va le voir dans l'interface. Donc ici, on a un exemple. Ici, par exemple, un Darwin qui a atteint ici son seuil. On le voit ici, on a une petite jauge à l'intérieur de l'interface. On pourra jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. On a une petite jauge ici de divergence, donc positive et négative. Ici, on voit que ce Darwin a atteint sa limite de 1% et il est donc fermé à de nouveaux investissements. Maintenant, seuls des dégagements seront admis, c'est-à-dire évidemment que les investisseurs qui ont acheté ce Darwin, évidemment, ils seront autorisés de transiger à la vente pour revendre de leurs investissements. Mais aucun achat supplémentaire ne sera possible afin de conserver la performance pour les investisseurs actuels. Donc la divergence est traquée sur chaque Darwin grâce à cette petite jauge. Donc qu'est-ce qui va aider maintenant au niveau de l'évolutivité? Donc on a vu un petit peu comment marchait la microstructure dans le carnet. Donc qu'est-ce qui va aider? Négocier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, négocier des marchés et des heures liquides. Si on va trader l'euro sec à 22h55, évidemment, c'est pas au top. Hein. Maintenant, si on trade de l'euro-dollar à 10h du matin ou à 16h, par exemple, 15h30, 16h, c'est quand même autre chose. Il y a aussi la méthode d'intervention, on pourrait aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est-à-dire que sur le marché, on a des zones de balance et d'imbalance. Alors, plus on va rentrer sur des impulsions, donc moins le marché en fait est liquide, puisque ce qui se passe quand on a une imbalance, quand on a un breakout, qu'est-ce qui se passe? Le marché travaille sur un prix, et puis d'un coup on a un déséquilibre. Donc en fait, tout le volume, il se fait dans la phase de consolidation. Quand le marché s'envole, c'est justement un déséquilibre. Et ici, on n'a pas de liquidité, il n'y a rien du tout. En fait, le marché, il va impulser jusqu'à une prochaine zone de liquidité. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc si on intervient sur l'impulsion, là, on a énormément de chances d'être slippé. Et en plus, vu qu'on intervient dans le sens de l'impulsion, c'est quasi une certitude. Si vous rentrez, au moment où vous rentrez, déjà vous allez être slippé certainement. Mais si en plus, vous avez des investisseurs derrière, c'est une évidence que eux, ils vont être slippés sur toute une longueur de plusieurs prix. Et là, c'est vraiment pas bon. Donc, négocier des marchés et des heures liquides, aussi des zones, c'est-à-dire des zones liquides sur le marché. Voilà, donc fractionner l'exécution des trades.
ce dont je parlais tout à l'heure. On peut revenir éventuellement sur le carnet d'ordre. Si on veut rentrer par exemple ici à 14,22,5 et que tiens, là ici, on veut rentrer ici, on veut acheter. Bon, eh bien, on va pas rentrer, si on veut acheter 100 lots, on va pas rentrer 100 lots au marché, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas 100 lots, il faudrait rentrer sur 3 prix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fractionner et on va essayer de rentrer 30 lots ici tout de suite. 30 lots. Là, on en a 24 de disponibles. Et puis, on va attendre que ça recharge une fois qu'on est exécuté. Et puis, on va essayer de fractionner son exécution sur, c'est-à-dire soit une fourchette de prix, soit une fourchette de temps, et afin d'avoir tous ces lots. Alors évidemment, la petite technique entre guillemets, c'est pour ça que c'est un webinaire qui me plaît un petit peu, parce que là je suis un petit peu dans mon élément, je suis pas vraiment un génie en maths, mais par contre là on touche un peu à mon domaine. Il va falloir trouver des zones de liquidité où on sait que le marché il va s'arrêter un petit peu. D'ailleurs on le voit, hein, le marché il s'arrête souvent 15, 20, 30 minutes, voire 1 heure sur une zone, avant de recréer une nouvelle imbalance de plus ou moins courte durée. Donc on va essayer de travailler dans cette zone, dans un écart, une fourchette, et on va essayer d'optimiser son prix. Donc si on veut 100 lots et qu'on veut les avoir à 23, eh ben, on va essayer d'optimiser son prix en rentrant peut-être à 23,5 avec 10 lots, à 23 avec 10 lots, à 22,5 avec 10 lots, et puis on va essayer comme ça d'accumuler des ordres et de fractionner sa taille sur différents prix, plutôt que de rentrer en fait comme un sauvage au marché. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place à partir du moment où il y a du capital derrière. Pour quelqu'un moi j'ai vraiment commencé à comprendre tout ce système de fractionnement, de market making, de microstructure en m'intéressant au futur. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire en fait, je pense, pour comprendre vraiment pourquoi on crée des faux breakouts, pourquoi on casse des supports pour aller chercher des poches de liquidité en dessous, puis ensuite on remonte, etc., etc. Parce que finalement, quand on comprend ça, on peut le mettre à profit pour soi-même et justement développer des stratégies qui pourront, exactement en cassant un support. Ici, on a plein de stops. Évidemment, si vous voulez rentrer à l'achat et qu'il y a un support qui casse, vous allez avoir plein de stops qui juste en dessous, et tout ça, c'est de la liquidité pour vous. Et vous allez pouvoir rentrer ici, fractionner votre entrée sur toute cette liquidité, et finalement, vous allez rentrer mieux que si vous étiez rentré au marché directement sur le support. Ça, c'est vraiment des notions avec le temps qu'il faut essayer de travailler pour améliorer son exécution et avoir améliorer son rendement si on veut distribuer sa stratégie ensuite. Donc, négocier le marché des heures liquides, fractionner au mieux l'exécution des trades. Alors, évidemment, sur le Forex, c'est très facile. On a des paires qui cotent en dixièmes de points. Donc, si vous voulez être exécuté à 1,14, vous pouvez rentrer, vous voulez rentrer 10 lots, et ben vous mettez un lot tous les 1 point, tous les 1 pip. Bon, le marché sur l'eurodoll, 10 points, il va les chercher rapidement, il va balayer la zone. Vous allez avoir peut-être 7-8 ordres exécutés. Et puis, si vous n'avez pas la totalité, vous pouvez toujours en rajouter 2 manuellement ou bien laisser comme ça. Après, c'est suivant votre choix. Et donc, qu'est-ce qui aide? Le PNL moyen qui va être plus conséquent, comme on l'a dit tout à l'heure. Évidemment, on l'a vu sur les carnets. Si on veut chercher 3 points avec énormément de contrats, eh bien, on va amoindrir la performance puisque notre prix d'entrée moyen, l'exécution totale des trades va être moins bonne donc sur l'ensemble. Et quand on ira chercher notre cible, eh ben, on aura par exemple sur 100 lots, on en aura 30 qui auront pris nos 3 ticks, puis on en aura 30 qui auront pris que 2 ticks, et puis on en aura 30 qui auront pris que 1 tick. Donc au final, on n'aura pas la totalité de nos gains et on sera même très en dessous. Donc, alors que quelqu'un qui va chercher 100 points à chaque fois, il ne le prend même pas en compte.
et il va lui falloir un bon million de trades avant que sa stratégie soit détériorée et énormément de capital derrière. Qu'est-ce qui porte préjudice maintenant? Eh bien, c'est tout le contraire, hein. Donc, trader les news, on l'a abordé tout à l'heure. Le haute fréquence, puisque évidemment, à chaque fois que vous allez multiplier vos opérations, le gars qui prend un trade et qui va chercher 100 points, eh ben, je veux dire, lui déjà, il va générer moins de commissions. Il va être, même s'il est slippé, il va être slippé une fois, et puis il va aller chercher son take profit. Okay, le gars qui va chercher 100 points en 100 trades, ou disons en 50 trades, ben lui, il va évidemment à chaque fois multiplier les exécutions, et donc multiplier son slippage potentiel, et donc là, ça devient très problématique, et on va le voir d'ailleurs sur des robots qui traitent sur des tout petits écarts. On va regarder un petit peu dans l'interface. Je parle beaucoup, je suis désolé, il est déjà 4h25, il faut qu'on se dépêche un peu. Et donc, qu'est-ce qui porte préjudice? Eh bien, évidemment, dès qu'il y a quelques Darwin qui commencent à être très populaires, évidemment, on trade tous sur le même échange avec la même liquidité, et évidemment, il y a de la concurrence à l'intérieur même de l'écosystème DarwinX, puisqu'on chasse tous la même liquidité, et à un moment donné, si vous avez plusieurs Darwin qui drivent plusieurs millions, ou même pas plusieurs millions, vous avez, si on regarde si on prend les têtes de liste, les 10 premiers du classement du mois dernier, il doit y avoir 5 ou 600 millions 5 ou 600 000 euros sous gestion. Il faudrait regarder les Darwin précis et regarder les statistiques de scalability pour voir combien ils peuvent absorber, etc. Mais et le levier surtout exécuté par les investisseurs pour avoir un aperçu un petit peu du volume qu'ils exécutent. Mais évidemment, plus vous allez avoir de Darwin qui vont driver, plus vous allez, évidemment, la liquidité, ça va être de plus en plus concurrentiel, évidemment. Donc ça, c'est un facteur aussi. Ce qui n'affecte pas l'évolutivité, en revanche, c'est votre risque, puisque les investisseurs, ils achètent un Darwin avec un risque fixe, donc un risque cible fixe de 20% de value at risk, donc un risque statistique. Donc les recherches et développements, à l'heure actuelle, on monitore la profondeur de marché tick par tick pour vraiment accumuler de plus en plus d'informations et déployer par la suite des outils permettant d'améliorer l'évolutivité. Donc déjà, je vous ai donné quelques petites pistes comme ça à la voix, je dirais, et donc des outils seront développés à l'avenir, puisque là, on est vraiment sur la première version. On va quand même faire un tour dans l'interface, puisque c'est quand même le plus important. On va regarder donc ce qui est disponible dans l'interface. Ici, on a une stratégie qui a une note intéressante de scalability. Okay, donc, on peut voir quand même. Donc ici, on a la sensibilité à la divergence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre le rendement de la stratégie et on va lui appliquer un slippage négatif. Donc, il faut bien prendre en compte que ça, ce sont des projections sur quelque chose de systématique qui ne prend pas du tout en considération les conditions de marché, puisqu'en réalité, vous allez avoir des fois du slippage positif, des fois négatif. La plupart du temps, le slippage positif et négatif s'annule. Donc, c'est pas vrai, mais ça donne en tout cas un aperçu de la sensibilité à la divergence. Ok ? Donc là, on va appliquer un slippage récurrent sur chaque trade à chaque fois de 0,2 pips. On va prendre le rendement de la stratégie et à chaque trade, on va calculer le rendement avec 0,2 pips de slippage, 0,5 pips de slippage, 1 pip de slippage et 2 pips de slippage. Donc là, on a une stratégie qui est pas positive, donc ça ne va pas être intéressant. Donc on va regarder. Prendre une autre, on va regarder tout de suite celle-ci, hein, on va regarder tout de suite celle-ci qui a, elle, une mauvaise note de scalability. Donc,
on va le faire dans l'autre sens. Voilà, donc ici on voit par exemple que cette stratégie ici délivre un rendement de 5,37 sur 3 mois. 5,37 sur 3 mois. Il faudrait que je regarde le nombre de trades. Ce serait intéressant de voir le nombre de trades. Donc, sur 3 mois. Donc, 98 trades. C'est donc, c'est pas énorme en plus. Ok. Donc, 3 mois, 98 trades. On a une stratégie qui délivre un rendement de 5,37. On voit que si on lui applique un slippage récurrent de 0,2 points, on n'est plus qu'à 3,19. Et dès qu'on passe à 0,5 points récurrents sur chaque trade, la stratégie déjà est flat. Si on lui applique un point, elle passe négatif de quasiment du rendement de la stratégie, parce que là on est à moins 5. Et si on lui applique 2 pips récurrents, on est à moins 14. Donc là, on peut voir vraiment l'impact du slippage sur une stratégie qui est positive. Donc l'intérêt de voir parfois des robots sur MyFXBook ou autres qui montrent des super backtests, sur des super résultats sur des comptes en Sense. Ok, c'est super, c'est très beau. Simplement, c'est des stratégies. Si on commence à mettre, même pas si on met rien du tout, c'est des stratégies qui par essence génèrent du slippage. Par exemple, des robots, et il y en a sur DarwinX, des robots commerciaux qui génèrent du slippage, je veux dire, même sans avoir de capital forcément conséquent derrière, simplement par le mode d'intervention et les horaires d'intervention en fait. Et ça, c'est des stratégies en fait qui sont incapables, malgré la belle courbe de résultats qu'on peut vous montrer sur MyFXBook. C'est une stratégie qui est incapable de driver du capital, puisque si on lui applique par exemple 1 point ou même 0,5 points de slippage, on voit que c'est des stratégies qui ne peuvent pas tenir la route. Par exemple, les stratégies de scalping à 23 heures sur l'euro CHF, comme si peut-être certains s'en rappellent, FAP Turbo à une époque, qui était quelque chose d'assez énorme. Donc, on va étudier un petit peu l'interface. Donc ici, donc on a vu la sensibilité à la divergence. Ici, on a la max divergence permise en pips sur cette stratégie. Alors en fait, tout à l'heure, on a vu sur les slides que si on arrive à 1% par mois de divergence sur un Darwin, le Darwin va être clos à de nouveaux investissements. Et bien, en fait, le 0,25 ici, le 0,19, c'est ce qu'il ne faut pas dépasser en slippage sur la moyenne des trades. C'est ce qu'il ne faut pas dépasser en slippage sur cette stratégie. Puisque si on passait au-dessus de ces 0,19 pips, on arriverait au 1% et il faudrait clore l'investissement. Okay, donc ça, c'est le maximum permis à cette stratégie en termes de déviation avant qu'on ne ferme l'investissement sur son Darwin. Donc si on dépasse 0,19 récurrent, eh bien, on ferme le Darwin à de nouveaux investissements afin de protéger les investisseurs donc, qui sont déjà en route. Donc ici, on a le levier qui est appliqué en fait par l'investisseur. Okay, le levier qui est appliqué sur l'investisseur qui suit cette stratégie. Donc ici, on a un levier de 6,5 donc sur les trades répliqués donc par les investisseurs sur cette stratégie. Et ici, on a l'investissement maximum estimé sur ce Darwin. Donc ici, 0,89 millions. Alors, plus votre note de scalability va être élevée, plus vous allez avoir une bonne capacité d'absorption. On a vu ici que cette stratégie avait un score de 3,27, donc mauvaise note, et on voit qu'elle ne peut même pas driver 1 million. Alors, d'où sort ce 1 million? Comment on va estimer? On connaît la liquidité disponible sur le marché, sur les pair kill trade. On connaît le levier moyen des investisseurs. Okay, et de là, en fait, on va estimer
l'investissement maximum qui peut être permis sur ce Darwin avant qu'il soit clos. Okay, donc on a ici, donc finalement, le 0,89 million ici, il est en relation directe avec ces 0,19 points de slippage et le levier pris par les investisseurs en moyenne, okay, par rapport à la liquidité disponible en moyenne sur les instruments qui sont tradés par cette stratégie. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce point. Donc ici, on estime que passé 0,89 millions d'actifs sous gestion, cette stratégie devra être, ce Darwin devra être clôturé pour protéger les investisseurs actuels. OK? Donc, je pense que là, tout le monde est en vacances. Pas de questions. Je pense avoir fait le tour. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible sur le chat, donc sur le site darwinex.com. Vous pouvez m'ajouter sur Skype également. Donc, je vous répondrai très facilement si vous m'ajoutez sur Skype, nicolas.darwinex. Et vous pouvez contacter par email, support@darwinex.com, nicolas@darwinex.com. Donc, si vous n'avez aucune question, mais qu'elles vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter également si vous souhaitez parler anglais ou d'autres langues. Nous vous répondrons avec grand plaisir encore une fois. Donc j'espère avoir apporté un éclairage assez complet sur la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, par Skype sur le chat ou sur le blog également, qui est en français lui aussi. Et donc sur ce, ben écoutez, je ne vois pas de questions sauf erreur. Je vais donc vous souhaiter un bon week-end éventuellement pour ceux qui ont pris leur congé. Et puis à jeudi prochain, donc jeudi prochain, sauf erreur, nous allons aborder régulation FCA et compte ségrégé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique et qu'est-ce qui se passe un petit peu en coulisses. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end en avance et à bientôt sur darwinex.com. Ciao, bye. Merci.